Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, je vais à nouveau explorer la filmographie du très prolifique Hong Sang-soo, grand réalisateur sud-coréen qui normalement va être la star de l'été sur la chaîne Microciné de l'ami Samir, que je salue s'il passe par ici. Et je m'arrête aujourd'hui sur une de ses œuvres les plus réputées et appréciées, sortie en 2013, Ewon et les hommes, alors un titre français discutable peut-être sur le papier, enfin très en surface, voilà. Alors qu'en version originale, ça donne plus ou moins Ewon la fille de personne. C'est intéressant cela, bref. Dans le rôle titre de l'héroïne, nous avons Young Eun-chae, alors désolé si j'écorche son patronyme, qui jouera d'ailleurs dans le film suivant, enfin l'un des films suivants peut-être, de Hong Sang-soo. Et à ses côtés, le regretté Lee Sun-kyun, qui nous a quittés il y a quelques mois, qui a aussi joué dans Parasite. On va pas forcément citer tout le monde, mais il y a un acteur et une actrice qui reviennent du film AAA, que je n'ai pas vu, et apparemment ils jouent les mêmes rôles, mais bon, dans un univers peut-être parallèle. Alors par contre, nous avons une autre actrice regrettée, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an d'ailleurs, Jane Birkin, qui est là, oui. C'est assez étonnant, d'ailleurs, j'avais rien lu sur les actrices et acteurs présents avant de commencer le film, et je me suis dit, mais c'est Jane Birkin? Ah oui, d'accord, ok, bon. Je reviendrai sur ce point très vite. L'histoire, en fait, c'est celle de Ewon, qui est une étudiante qui rêve d'être actrice et qui va pas forcément très bien. Ça se sent très vite. Sa mère va partir au Canada, donc la solitude qu'elle vit déjà plus ou moins intérieurement va se confirmer. Bon, avant le départ, elle passe quelques moments heureux avec sa mère, notamment à visiter un parc qu'elle a beaucoup fréquenté étant plus jeune, tout cela, hein. Aspect nostalgie et souvenir. Et très vite, pour combler ce moment compliqué d'abandon indirect, hein, elle va reprendre contact avec son professeur, ex-réalisateur. Donc là, vous voyez, un trope habituel hein, dans le cinéma de Hong Sang-soo, il y a toujours plus ou moins un artiste-réalisateur hein, avec qui elle a eu une relation. Elle continue cette relation. Bon, il y a eu des ruptures, des reprises et tout. Alors il y a une différence d'âge entre les deux, hein, d'une quinzaine d'années sûrement. Et le souci, c'est que ce réalisateur, enfin ex, du coup, est devenu professeur, ne veut pas trop que les étudiants sachent qu'ils sortent avec quelqu'un de plus jeune que lui et une des camarades, quoi. Mais ils vont pas vraiment pouvoir cacher cette relation très longtemps. Parce qu'à un moment, évidemment, très Hong Sang-soo-esque de resto où ça va boire, et par méprise ou par non-dit, ils comprennent très vite, les camarades, que Ewon sort avec le professeur, et Ewon n'est pas très apprécié. Parce qu'elle est métisse. Oui. Bizarre hein, comme préjugé, mais surtout parce qu'il y a une jalousie derrière, elle serait riche, enfin, toute une sorte comme ça de clichés potentiels. Et on va suivre après Ewon dans son errance personnelle, ses rêveries aussi, une idéalisation de ce monde, où, on va dire, de l'existence qu'elle aimerait vivre. Et je reste vague là-dessus, mais comme souvent avec Hong Sang-soo, il va y avoir une bascule, où le film peut être partagé en deux. Très souvent des échos comme cela dans ces métrages. Révélation non, qui va, à la fin, oui, clairement, va nous remettre tout en perspective. Et c'est ça qui est très fort souvent avec le cinéma de Hong Sang-soo. Parce que je vais pas vous mentir, hein, pendant, on va dire, une bonne partie du film, je me suis laissé porter, mais en mode, oui, bon, c'est pas forcément son meilleur, mais c'est intéressant. Il y a des trucs qui captent quand même l'esprit, la réflexion, la réalisation est là, et des moments qui sont très terre à terre, mais qui confère aussi à la rêverie et directement au rêve, hein, ça je vais y revenir. Et voilà, tu avances, tu progresses avec l'œuvre, et arrivé au bout, tu te dis, bah, en fait, c'était génial. Dans le sens où tu comprends l'idée qui se développe sous tes yeux, tu prends les sensations avec toi, tu as une certaine empathie envers Ewon, et arrivé au bout, bah, c'est presque triste en fait. Je pense que de tous les films que j'ai vus de Hong Sang-soo, c'est l'œuvre la plus, je vais pas dire sombre, il y a une fausse clarté de certaines scènes et tout, il y a toujours un peu d'humour, mais c'est vraiment, je trouve, mélancolique, voilà. Le terme est là, parce que clairement, on comprend que Ewon n'est pas dans son assiette. Même si elle espère, voilà, souvent, elle a l'air épuisée de la vie, et souvent elle s'endort. Et donc on a des rêves, clairement. C'est pour ça que Jane Birkin apparaît au début, dans une idéalisation d'une rencontre fortuite, parce que évidemment, comme souvent avec Hong Sang-soo, il y a le hasard ou les coïncidences. Hein. Et oui, Jane Birkin qui est là, tout, oh, une de ses actrices préférées, enfin,
la mère de son actrice préférée, Charlotte Gainsbourg. En plus, Jane Birkin lui dit qu'elle ressemble un peu à Charlotte Gainsbourg, pourquoi pas. Là, en fait, c'est une idéalisation sur le moment, parce qu'elle se réveille, elle n'a jamais rencontré Jane Birkin. Mais c'est assez amusant parce que la présence de Jane Birkin ici dans le film est due à un hasard. Aung San Suu l'a croisée à un concert qu'elle donnait à Séoul. Et donc le hasard de la réalité imprègne le hasard de la fiction. Et moi je trouve ça formidable. Souvent avec Aung San Suu, comme ça, il laisse, on va dire, venir des choses du monde réel, comme ça, qui n'étaient pas forcément prévues. J'ai en tête la romancière, le film est Le Heureux Hasard. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais peut-être qu'au moment où cette vidéo est publiée, vous m'avez vu en parler ailleurs, clin d'œil, où ça va être fait. Oula, je suis en train de spoiler peut-être un truc, si jamais, selon comment c'est publié ou pas. Mais bon, peu importe. Et ben oui, il y a ça aussi, cette idée-là. Bref, souvent, donc, chez Aung San Suu, puisque dans La Romancière, c'était un petit court-métrage familial que l'actrice principale avait tourné avec sa mère, qui a été mis, voilà, dans l'œuvre. Bref, restons sur Ewan et ses hommes. Alors, et les hommes. Alors justement, tiens, envie de faire une parenthèse sur le titre, qui n'est pas forcément bête, comme cela, de prime abord en français, parce que Ewan est entouré de beaucoup d'hommes, forcément. Le professeur ex-réalisateur, ses camarades étudiants dont un ex, un qu'elle rencontre, ou pas, dans la librairie, dans une bibliothèque, pardon, parce qu'il y a une librairie, un café-librairie, café-libraire, à un moment, le bouquiniste, et une bibliothèque, il y a beaucoup de lieux aussi. Et il y a un promeneur solitaire, un peu... ouais, voilà, on ne sait pas trop, un homme débonnaire comme ça qui se balade dans un fort, une forteresse. Voilà, donc toutes ces rencontres avec des hommes. Et l'homme à la cigarette, très intéressant aussi, avec sa petite moustache et tout. Tous ces gens-là qui, plus ou moins, convoitent Ewan. Il y en a un autre qui est très fort, de personnage, c'est un professeur américain qui, visiblement, a eu un cadeau de Barack Obama et parle comme ça à Martin Scorsese au téléphone. En mode, c'est son ami, quoi. Bon, bref. Rêverie, fantasme, idéalisation, je vous laisse là-dessus. Je ne veux pas trop en dire non plus, mais franchement, on le sent très vite qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans le réel. Et alors, la fille de personne peut-être aussi, parce que la fille de personne, c'est violent surtout envers la mère, qui est là, mais qui n'est plus là, qui n'était pas trop là avant, qui est là un petit moment et puis qui s'en va. Mais c'est surtout que Ewan, elle est vraiment, c'est la solitaire, c'est qu'elle a beau être entourée d'hommes et d'avoir sa mère au début, clairement, avec elle-même, elle a du mal à exprimer l'existence propre à ce qu'elle a envie de faire. Et c'est là où, selon moi, il y a beaucoup de choses sur les rêves. Dans l'idée où, vous connaissez cette expression peut-être, que je reformule à ma façon ici, vaut mieux-il vivre ses rêves ou rêver sa vie? Et là, elle est un peu entre les deux. Elle aimerait vivre ses rêves, et c'est compliqué, plein de raisons. Du coup, elle rêve sa vie. Des occurrences, des hasards et des rencontres assez improbables. Et ce qu'elle pourrait être. Et tant et si bien que même dans les effets de réalité, qui ne sont pas dans les rêves qu'on peut voir dans le film, tu te demandes si c'est vraiment réel. Tu peux te poser ce genre de questions vite fait, et très vite, Aung San Suu, il va brouiller l'ensemble, même si clairement, sur, on va dire, le déroulement total, tu vois à peu près ce qui est dans le rêve ou pas, même si tu vas avoir un retournement à un moment, on peut vraiment se dire si ce film vraiment existe dans une potentielle réalité. De toute façon, c'est pas une réalité, c'est du cinéma. Le cinéma rêve une fiction ici, à travers la caméra d'Aung San Suu. Et c'est vrai qu'Aung San Suu, là-dessus, il est très malin, parce qu'il joue de ses codes habituels, des plans fixes, un moment où ça picole, oui, des zooms comme ça, etc., qui sont très intéressants par rapport à justement comment il capte toujours les émotions, comme d'habitude, mais là, c'est encore plus fort. Et avec cela, il détourne presque l'attention, ou nous fait dire, regardez, regardez bien quand même, voilà, imprégnez-vous de ça, là, je vous mets mes habitudes, et derrière, quand tu arrives au bout, tu te dis, ouais, ça a beaucoup plus de sens peut-être encore que sur certains autres de ces films par rapport à l'approche donc fantasmée de certaines choses. Et moi je trouve ça assez puissant. Puis alors les cadres, il ouvre l'extérieur comme il l'a fait dans d'autres films bien sûr, mais là il y a des moments où il n'y a pas forcément beaucoup de moments de discussion. Bon, il y a la librairie, café, machin, il y a un resto derrière, il y a la bibliothèque, d'accord. Il y a souvent ces lieux-là qui rappellent des choses, par exemple le parc où elle a joué quand elle était ado, et la forteresse,
qui rappelle le passé aussi. C'est-à-dire qu'il y a un lien, un ancrage avec le passé, dont elle a du mal à se délivrer en fait pour aller de l'avant. Ça c'est intéressant parce qu'il y a toujours un petit côté nostalgique hein, chez Hong Sang-soo, chez les personnages en tout cas de ce réalisateur. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que même on va capter des rencontres, des disputes ou des retrouvailles dans cette forteresse où il y a ce vieil homme qui se balade et qui boit aussi, qui est très seul. Tu le sens, c'est comme une sorte de fantôme de quelqu'un qui n'a pas vraiment réussi à vivre, mais qui finalement vit au jour le jour quand même. Et donc dans cette idée, dans cet endroit historique-là, il se passe beaucoup de choses. Et il y a des plans remarquables, voilà. Notamment de dos sur le professeur ex-réalisateur qui écoute comme un leitmotiv répétitif jusqu'à épuisement, jusqu'aux larmes d'ailleurs, la troisième symphonie de Beethoven, hein, très connue, qui était repris par Michel Sardou entre autres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est affreux. Vous l'avez peut-être en tête. Hein. Bref, il y a plein de choses là-dessus. Il y a un moment avec un coucher de soleil d'ailleurs, au lever, je pense que c'est plutôt un coucher de soleil. C'est beaucoup de mélancolie là-dessus. Et il y a cette ambiance faussement mélo aussi, romantique, à la Romer, hein, comme souvent chez Hong Sang-soo, qui en fait cache beaucoup de choses. Et tout est dit dès le début, je pense, dans la conversation qu'elle a avec sa maman, qui est la base. L'idée donc de vivre. Voilà. Vivre au jour le jour, c'est la clé, parce que vivre, c'est un peu mourir. C'est vrai que plus on vit, plus on se rapproche de la mort. Et il y a cette idée de la mort aussi, qui approche et qui englobe une forme de dépression pour Ewon, qui n'arrive pas à aller de l'avant, qui n'arrive pas vraiment à construire. Même si elle a des rêves et qu'elle idéalise du coup peut-être ce qu'elle aimerait faire, ce qu'elle aimerait vivre. Et c'est pas pour rien qu'à la bibliothèque, elle s'endort sur un bouquin que je n'ai pas lu de Norbert Elias, qui s'appelle La solitude des mourants. Voilà, c'est tout. Elle est seule, elle vit sa solitude, et en soi, elle est en train de mourir, puisqu'elle vit chaque jour qui la rapproche de la mort. Tout est là. Et c'est vrai que c'est un peu triste quand même sur le papier, mais ça rappelle aussi le message, et Hong Sang-soo c'est ça hein, qu'il veut nous dire, c'est que oui c'est bien de rêver et d'idéaliser des choses, ça peut être nécessaire pour respirer un peu quand on va pas bien, mais l'important c'est que chaque jour qui passe, il faut prendre les choses en main. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui boivent, qui discutent, ça paraît anodin comme ça, mais c'est ça la vie aussi. Et peut-être ces relations amoureuses ou pas, qui sont impossibles, ou pas assez assumées, ça la rend triste hein, que ce professeur n'assume pas vraiment, mais au moins elle vit des expériences. D'ailleurs, elle a aussi eu cette relation avec un étudiant, elle a vécu des expériences, elle rencontre des gens. Et voilà, après qu'est-ce qu'il adviendra d'elle, on ne sait pas, parce que le dernier plan, la dernière réplique, laisse beaucoup d'interprétations. Je ne dirai rien, mais c'est la fin de cette bascule qui a lieu à peu près au milieu du film. On pouvait voir venir ou pas, parce qu'il nous a un peu eu Hong Sang-soo quand même, parce que là, on devait s'y attendre, mais en fait pas vraiment. En tout cas, c'est très très bien. C'est quelque chose qu'on peut analyser comme cela sur la psychologie. C'est un film ultra introspectif qui va capter les émotions donc, de ces personnages, de l'actrice, enfin l'héroïne principale. Et nous, spectateurs, ça peut avoir des échos sur ce qu'on a vécu, ce qu'on peut vivre, ce qu'on aimerait vivre, justement. Et là-dessus, il y a une énorme puissance. Donc, un très bon Hong Sang-soo, qui nécessite cette deuxième lecture plus profonde analytique, parce qu'en surface, on pourrait se sentir vite ennuyé et tout, mais c'est faux. Il se passe beaucoup de choses, plus que jamais en fait, avec pas grand chose sur le papier, comme souvent avec ce réalisateur. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, Ewon et les hommes. Alors, n'hésitez pas à aller voir sur Microciné, hein. Je ne sais pas s'il a commencé à les publier, ces vidéos qu'il a prévues cet été, là, au moment où celle-ci est en ligne. Sûrement, j'imagine, mais en tout cas, vous pouvez être sûr que je vais y participer. Hein, je crois que j'ai spoilé un peu ça dans la vidéo, mais c'est pas grave. Allez, à vous la parole et je vous dis à la prochaine, ciao.